Vous le voulez bien, nous allons commencer doucement le temps que les retardataires reprennent le train en marche. Merci à toutes et à tous de consacrer cette fin de matinée à un sujet totalement marginal, Fit for 55, puisqu'il s'agit d'un train de mesures qui permettra en principe à l'Union européenne d'abaisser de 55% ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Et si ma mémoire est bonne, on a grosso modo réduit nos émissions de 20% entre 90 et maintenant, ce qui veut dire que nous allons devoir cravacher sérieusement pour atteindre l'objectif que s'est fixé l'UE. Pour rappeler un petit peu ce que la Commission devrait présenter le 14 juillet, le Bastille Day, nous avons invité Lucie Matera, qui est responsable de la politique européenne du think tank E3G, Lola Valero, directrice du programme climat de l'IDRI, Thomas Pellerin-Carin, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, et Oliver Sartor, qui est consultant senior sur la décarbonation de l'industrie pour le think tank allemand Agora Energiewende. Ce que je vous propose, c'est de commencer évidemment par une série de présentations que nos quatre intervenants feront à tour de rôle, et puis bien sûr de réserver au moins une grosse demi-heure à la séance de questions-réponses. Lucie, si vous voulez bien commencer par poser un petit peu le contexte politique économique de ce Fit for 55, qui est finalement le bras séculier, si j'ai bien compris, du Green Deal présenté il y a presque 2 ans maintenant par la présidente von der Leyen. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais tenter cette manœuvre de haut vol qui est de partager mon écran. Voilà, alors Valérie, je vous vois dans les petites icônes. Faites-moi un petit pouce en l'air si ça s'affiche bien sur l'écran. Parfait, ouais, c'est très beau. C'est très beau, formidable. Alors, je commence avec quelques mots d'introduction très rapides. D'abord sur le contexte. Vous connaissez tout ça. Donc, l'Europe a adopté un pacte vert. Donc, le pacte vert, c'est la stratégie de l'Union pour atteindre la neutralité climat à l'horizon 2050. Et dans le cadre de ce pacte, l'UE a adopté une cible intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% à l'horizon 2030. Et donc, Fit for 55, c'est la pièce maîtresse du pacte vert, paquet législatif qui doit nous donner le mode d'emploi pour atteindre cette cible intermédiaire en 2030. Alors, le paquet, il arrive accompagné d'un soutien financier sans précédent avec les 750 milliards d'euros de Next Gen EU, dont plus du tiers doivent soutenir la transition verte et puis catalyser des investissements durables. Il arrive aussi à un moment où les perspectives de l'Union et de la zone euro s'améliorent. On l'a vu avec les prévisions économiques de l'été de la Commission. La zone euro devrait retrouver son niveau d'activité économique d'avant la crise fin 2021, donc plutôt que prévu. Ça peut bien sûr donner de la confiance politiquement d'avoir un contexte économique porteur quand on propose un paquet législatif de cette taille. Je vais vite sur l'international puisque c'est Lola qui va vous parler de ça, mais c'est un paquet qui arrive dans une année qui est très importante pour le climat avec la COP26 qui est dans quelques mois. Et puis c'est intéressant d'avoir aussi en tête que les pays qui visent la neutralité climat représentent aujourd'hui 75% du PIB mondial. Donc l'Institut Jacques Delors a un tracker très utile pour suivre ces engagements. Évidemment, sont autant d'ouvertures potentielles vers de futurs marchés internationaux pour les entreprises européennes. Alors, 2 mots pour remettre un petit peu Fit for 55 dans le contexte européen. Donc, Fit for 55, en fait, va ouvrir une nouvelle phase du pacte vert en Europe. Donc, on a eu une première phase qui était en gros décembre 2019 à maintenant, qui était essentiellement une phase politique. Dans cette phase qu'on a vue, c'était un accord politique au plus haut niveau européen, donc c'est-à-dire au niveau chef d'État et de gouvernement, pour la neutralité climat à l'horizon 2050, pour définir la cible intermédiaire de moins 55% en 2030 et pour accompagner la transformation profonde que ces cibles collectives vont impulser par un soutien financier sans précédent. Et donc la phase qui s'ouvre maintenant avec Fit for 55 en juillet avec la première partie du paquet, qui sera donc la plus grosse partie, c'est celle de la mise en œuvre
de ses engagements politiques. Donc, on rentre vraiment maintenant avec ce paquet dans le concret, dans les travaux pratiques. On va définir comment les cibles sont définies, qui ont été définies politiquement, seront atteintes dans la pratique. On va définir les transformations secteur par secteur, pays par pays, les mesures d'accompagnement social de la transformation. Donc, on passe d'une phase politique à une phase de mise en œuvre. Deux mots aussi pour rappeler que Fit for 55, c'est la pièce maîtresse du pacte vert, mais qu'il y a d'autres propositions qui sont en cours de négociation ou bien qui seront mises sur la table prochainement, qui sont elles aussi critiques pour le succès du pacte. Vous avez quelques exemples ici, le cadre de la concurrence, avec des lignes directrices pour les aides en faveur du climat, de l'énergie, de l'environnement. Vous savez que le cadre de la concurrence, c'est un instrument législatif et réglementaire très, très puissant pour façonner les marchés européens. Il y a des réformes qui sont attendues au 4e trimestre là-dessus. Puis il y a tous les instruments horizontaux qui, sans être directement liés au pacte, sont critiques pour l'accélération de la décarbonisation de l'économie européenne. Donc, le cadre pour les finances publiques, l'alignement de la politique commerciale sur les objectifs climatiques, la stratégie industrielle, etc. Alors, ça, c'est le paquet qu'on attend mercredi, puis on va rentrer dans le détail avec les autres intervenants, donc je vais passer vite. Donc, il y a 12 propositions à ce stade qui couvrent climat, énergie, transport. La vaste majorité des propositions du paquet, ce sont des révisions de textes européens existants. Et puis, dans ce briefing, on va surtout parler des aspects climat et énergie. Quels sont les indicateurs qui seraient utiles pour distinguer un bon paquet Fit for 55 d'un mauvais paquet Fit for 55? Donc, nous, on en a 4. Le premier, c'est tout simplement l'ambition et l'intégrité environnementale. Donc, le paquet doit faire ce qu'il dit qu'il va faire, tout simplement. Il doit nous permettre d'atteindre une cible de moins 55% des gaz à effet de serre en 2030. Donc, nous, on va regarder s'il propose une voie crédible pour arriver à cette cible. Le deuxième indicateur, ce serait un indicateur autour de la transformation de l'économie européenne. Donc, on va voir si le paquet permet d'accélérer l'adoption de solutions innovantes, s'il permet de donner des signaux clairs aux acteurs de marché en matière d'investissement à privilégier ou à pas privilégier, s'il permet de donner une longueur d'avance aux entreprises européennes sur les futurs marchés verts mondiaux. Donc, c'est en gros un indicateur de signal et d'orientation des marchés. Troisième indicateur, ce serait la capacité du paquet à susciter l'adhésion politique et sociale. Donc, c'est un paquet qui doit convaincre, qui doit trouver du soutien dans différents États membres, dans différentes régions, dans différentes couches de la population, aussi avec les disparités de revenus qu'on connaît. Et puis, dernier indicateur pour nous, et de nouveau, j'irai vite parce que Lola couvrira ça, on va essayer d'évaluer la capacité du paquet à convaincre les partenaires internationaux de l'Union de la crédibilité de la transformation de l'économie européenne et surtout à ne pas faire de la friture sur la ligne avant la COP26. Très rapidement, puisqu'on y reviendra avec les autres intervenants, sur les quelques tensions politiques qu'on voit déjà à l'œuvre et qui vont peut-être un petit peu s'amplifier dans les prochains mois. L'un des points qui devrait être le plus âprement discuté, ce sera l'extension de la tarification carbone au transport et au bâtiment. Il y a des inquiétudes dans de nombreux États membres concernant l'impact potentiellement régressif sur le consommateur. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc Lola y reviendra, c'est un mécanisme qui est controversé au sein de l'Union, mais aussi à l'extérieur de l'Union. Le rôle des technologies de transition, alors ça on a vu avec des débats récents sur la taxonomie par exemple, qu'il y avait des divisions entre les pays qui veulent mettre fin au soutien des actifs gaziers, ceux qui soutiennent le gaz comme un transition fuel. On a vu des divisions similaires sur l'hydrogène et la part d'hydrogène vert. Donc, ça sont des débats qui continuent à monter dans les prochains mois. Et puis, il y aura immanquablement des débats sur le partage des compétences, la gouvernance, qui contrôle quel levier d'action et quel instrument entre Bruxelles et les États membres. Donc, c'est un débat qui va se nouer, notamment autour des enjeux de taxation et de l'utilisation des revenus issus de la tarification du carbone. Un petit mot sur le processus pour finir. Alors là, juste pour vous mettre 3 choses en tête, on est parti sur un processus au long cours qui arrive sur la table le 14 juillet, puis la deuxième partie du paquet qui va arriver au 4e trimestre, ça va être négocié donc, par la branche législative de l'Union, donc le Conseil et le Parlement. Ça prendra 2 à 3 ans, sans doute plutôt 3. Deuxième point, ces négociations vont impliquer des présidences du Conseil de l'Union qui sont de taille et d'ambition environnementale variables.
Il y aura une responsabilité particulière de la France au prochain semestre. Elle va prendre la présidence du Conseil. Elle va tenter de trouver un accord aussi au Conseil sur un certain nombre de ces textes et elle va devoir le faire alors qu'elle sera très absorbée par des échéances électorales internes. Et puis, troisième élément de calendrier à avoir en tête, le gros des négociations sur le paquet aura lieu après les élections fédérales allemandes, donc ça c'est en septembre. Il y aura un nouveau gouvernement qui sera peut-être plus ambitieux, peut-être plus vert, peut-être plus européen aussi. On verra ce qui sort des négociations. Mais c'est évident que c'est une variable majeure pour l'équilibre politique final du paquet. Voilà, je m'arrête ici. Et je fais le stop share, mais je ne sais plus comment on fait ça. Attends. Stop share, c'est ici. Voilà, pardon. Merci Lucie. Lola, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quel est le contexte international dans lequel s'inscrit le Fit for 55? Est-ce que finalement l'Union européenne est plutôt motrice dans la dynamique de décarbonation des États, ou est-ce qu'on est plutôt à la traîne? Comment on se situe? Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, Lucie l'a très bien dit, c'est un moment majeur pour le dialogue multilatéral sur le changement climatique. Donc la Convention cadre des Nations Unies, sous l'égide desquelles ont lieu ces négociations, a une conférence annuelle cette année à Glasgow, sous présidence britannique, qui est vraiment majeure. Elle intervient 5 ans après l'accord de Paris. Et dans le cadre de cet accord, 5 ans après, les pays signataires sont attendus pour relever leurs engagements climat, puisque l'accord avait été rendu possible, un accord universel, parce que les pays s'étaient engagés souverainement à faire des efforts en essayant de surmonter enfin cette distinction entre pays développés et pays en développement. Donc là, on attend que tous les pays arrivent avec de nouveaux engagements. Le calendrier a été forcément un peu bousculé par le Covid-19. Normalement, cette conférence, elle devait avoir lieu l'an dernier. Elle a été reculée d'1 an, vous le savez tous. Mais l'Europe, elle a vraiment un rôle central, puisque dans le contexte actuel, alors que les États-Unis ont laissé la chaise vide pendant les années Trump, c'est véritablement l'Union européenne qui a continué à driver le processus et à respecter toutes les échéances clés, c'est-à-dire à soumettre son engagement pour relever son ambition au moins 55% fin 2019. Et elle a quelque part, parmi les pays développés, toujours le coup d'avance et elle est pionnière. Donc, quelque part, comme l'a très bien dit Lucie, ce paquet, c'est un vrai moment de vérité sur la capacité d'un grand pays industrialisé ou d'un grand groupe comme l'Union européenne à mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse. Elle avance par étapes, elle avait sa feuille de route claire et véritablement ce paquet, il a une ampleur qui témoigne du caractère transversal de la politique climatique puisqu'il touche vraiment à tous les secteurs. Je vais juste dire un mot d'un des éléments de ce paquet qui est vraiment majeur dans cette dynamique internationale, c'est que l'Union européenne, comme elle avance plus vite finalement que les autres pays développés pour l'instant, elle se pose déjà la question de la protection de ces industries et de la question de la compétitivité. Il y a une proposition qui va sortir d'ajustement carbone aux frontières qui va être extrêmement importante pour la dynamique politique internationale. Et cela à 2 égards. D'abord parce que cet instrument est déjà vu, a déjà été critiqué par certains pays importants, des pays regroupés sous l'acronyme BASIC, comme une tentative de protectionnisme déguisé. Donc il faut savoir que c'est un risque très important sur le plan diplomatique que l'action européenne soit perçue négativement par des partenaires. Et elle intervient également dans un contexte très tendu sur le plan financier, puisque voilà, les 2 choses à retenir, c'est à la fois les pays sont attendus pour relever leurs engagements, et on sait que ce n'est pas facile, surtout après le Covid, mais aussi cette COP26, elle doit faire la preuve qu'on a atteint les 100 milliards par an en 2020, qui était un engagement pris en 2009 à la conférence de Copenhague, et arriver à prouver qu'on arrive à tenir cet engagement,
ça va être majeur pour la dynamique globale de ce que l'ensemble des pays en développement vont être prêts à mettre sur la table. Or, pour l'instant, il y a des grandes incertitudes sur la capacité à démontrer qu'on a rempli cet objectif. Donc, on aura peut-être le temps de rentrer un peu plus dans les détails, mais la question de cet ajustement carbone aux frontières et qu'est-ce qu'on fait des revenus qu'il va générer, c'est aussi une question qui, quelque part, s'intègre dans cette dynamique de finance internationale. Et qu'est-ce qu'on fait de ces revenus? Ça va être aussi pris dans ce contexte plus large de est-ce qu'on arrive à atteindre les 100 milliards par an? Nous, on s'est positionné très clairement sur l'importance d'engager des dialogues avec les pays qui seraient impactés par le CBAM, notamment avec les pays vulnérables, parce qu'on entend beaucoup, voilà, les basiques ont sorti une déclaration très critique et sur le principe de cet ajustement carbone. On craint que les pays vulnérables au changement climatique soient un peu les oubliés de cette discussion parce que pour certains, ils seront encore plus exposés aux conséquences d'un tel mécanisme s'il était mis en place. Mais en fait, il n'y a pas énormément d'efforts diplomatiques pour ouvrir des négociations avec eux pour essayer de comprendre est-ce qu'on va les soumettre à des exemptions, est-ce qu'on va reconnaître les politiques climat qu'il y a chez eux, comment est-ce qu'on leur ferait bénéficier de certains des revenus levés par cet ajustement, sous quel cadre. Et voilà, je vais juste m'arrêter là, mais dire que c'est des discussions qu'il faut avoir, et en particulier ne pas oublier peut-être certains des parties qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont vraiment cruciales dans cette dynamique collective des négociations internationales. Merci Lola. Je voudrais que nous explorions avec Oliver Sartor quelques points importants pour la réforme annoncée, à savoir comment ça va se passer au sein quelles vont être les évolutions du marché européen du carbone, le fameux ETS, puisque c'est l'un des points centraux de ce Fit for 55. Pardon, je vais y arriver. Oui, merci. Oui, bah, effectivement, on va voir, hein, mais on a déjà quelques fuites sur ce qui sera dans cette nouvelle directive ETS, comme pour le CBAM. Donc, on commence à avoir une idée quand même des grandes lignes. Ce que nous, on voit déjà dans les fuites sur la nouvelle directive ETS, c'est déjà une rehausse de l'ambition de façon très importante pour passer le plafond sur les émissions en 2030 de moins 43% vis-à-vis 2005 à moins 63%, je crois, pour 2030. Donc, c'est une énorme augmentation d'ambition dans si peu de temps, sachant que les cycles d'investissement dans les secteurs dont on parle, l'électricité, l'industrie, sont quand même assez longs. Donc c'est une énorme modification de l'ambition, mais c'est très important que l'Europe le fasse quand même. Selon nos estimations chez Agora, on pense qu'en faisant ça, il est possible que d'ici 2030, on n'aura quasiment plus de charbon ou très très peu qui restera dans le système énergétique ou de l'électricité en Europe d'ici 2030. Ce qui serait un énorme changement. En plus, la Commission en France va proposer un certain nombre de modifications pour renforcer le marché. Par exemple, il y a un certain nombre de quotas en excès pour les raisons historiques liées à des crises économiques, etc. Et la Commission propose globalement de changer la base, en fait, l'année de base pour le plafond d'émissions, pour effectivement éliminer un énorme montant de quotas du système pour que ça ne revienne pas comme de l'air chaud plus tard. Et aussi dans la réserve du marché de stabilité, d'aussi limiter le nombre de quotas à 400 millions de tonnes qui peuvent être là-dedans. C'est un système pour stabiliser les prix, donc c'est utile à voir, mais aujourd'hui, on parle de plusieurs milliards en fait, de quotas qui sont dans ce système. Donc, ça serait encore une fois annuler beaucoup de quotas et protéger le climat de façon importante. En plus, la Commission propose un nouvel système pour soutenir les industriels. Parce qu'un souci qu'on a dans le secteur industriel, donc on parle de l'acier, du ciment, de la pétrochimie, l'aluminium, etc. Pour ces secteurs-là, un souci que nous avons depuis un moment, c'est que les coûts pour les nouvelles technologies de rupture, très, très bas carbone ou neutres en carbone,
reste quand même bien plus cher que le prix du CO2 que nous avons jusqu'ici. Récemment, on a vu quand même le prix augmenter de 25 euros la tonne à 50 euros la tonne, ce qui déjà montre que le marché du carbone, les acteurs sur le marché anticipent cette augmentation d'ambition dont je viens de parler, ce qui est un très bon signe. Par contre, même à 50 euros la tonne, on a un certain nombre de technologies qui sont, le coût marginal d'abattement, c'est plutôt à 100 euros la tonne ou 150. Et ça veut dire qu'il faut faire un peu ce qu'on a fait sur les énergies renouvelables. Et il faut soutenir ces technologies pour les premiers gros projets commerciaux, pour démontrer qu'ils puissent fonctionner à grande échelle et pour stimuler le développement de ces technos. Donc, et ce qui a fait, ce qu'ils proposent, je crois, ce qu'ils vont proposer la Commission, c'est d'avoir un système de Carbon Contracts for Difference. On appelle ça les CCFD, c'est un nouvel acronyme, parce qu'on n'en a pas assez. Et c'est effectivement un système pour dire, c'est un peu comme un tarif de rachat pour les renouvelables. C'est-à-dire, si vous avez en fait un coût marginal d'abattement à 100 et le prix du CO2 dans le TSC à 50, on va utiliser notre fonds innovation européenne pour couvrir un peu les différences dans un certain temps pour les premiers projets. Donc ça, c'est un très, très bon développement. Après, j'ai qu'un seul souci, c'est que j'aurais aimé qu'on alloue un peu plus de quotas du système pour financer ces CFD. On a plus d'argent maintenant qu'avant parce que les prix ont augmenté. Néanmoins, il aurait été bien de mettre un peu plus pour vraiment stimuler la transition. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il va falloir faire beaucoup d'autres choses pour créer des marchés, pour stimuler l'infrastructure, pour faire l'hydrogène, pour faire les renouvelables, etc. Donc, c'est un gros paquet qu'il faut, pas simplement l'ETS. Bon, voilà, je peux aussi dire quelques trucs sur le CBAM parce que c'est quand même aussi très lié étroitement avec l'ETS existant. C'est que le CBAM, c'est vrai ce qu'il dit Lola, c'est que c'est un enjeu sensible internationalement parce que ça touche le commerce international à un moment sensible. Néanmoins, c'est quand même, à notre avis, un élément essentiel. Ah oui, excusez-moi, le CBAM, c'est le mécanisme d'ajustement carbone frontière. Merci beaucoup, Lucie. Le CBAM, c'est quand même un élément très important pour la transition. Et je peux peut-être vous montrer juste un diapositive très rapidement pour vous expliquer pourquoi je dis ça. Vous pouvez voir ça? Donc, en fait… On peut le voir, mais ce serait mieux en plein écran. Voilà, je le mets en plein écran là. Merci. Donc là, on a quelques produits. Donc, on a acier en euros la tonne. Hein. C'est le coût de production des matériaux basiques. Donc, acier, ciment, plastique, ammonia, qui sont les 4 des plus grandes sources d'émissions dans l'industrie. Et en violet, là, ce qu'on voit, c'est un peu le coût actuel de production d'un tonne de chacun de ces matériaux. Et puis, ce qu'on voit en rose, c'est les coûts, en fait, pour les technologies très bas carbone, les technologies de rupture dont j'ai parlé, soit en fait, les coûts pour avoir des systèmes plus circulaires, c'est-à-dire, effectivement, de recycler les matériaux de façon beaucoup plus efficace pour substituer la matière primaire. Et ce qu'on voit systématiquement, c'est que le coût actuel, c'est toujours bien en dessous des coûts en fait, qu'il faut pour faire la transition. Et donc, on parle d'une augmentation d'entre 6% et parfois peut-être 111% pour réduire cet écart. Actuellement, ce que nous avons dans le marché du CO2, c'est en fait pour protéger ces secteurs des fuites de carbone, c'est-à-dire de les protéger de délocaliser leur production pour éviter de payer le prix du CO2 en Europe. On les donne les quotas gratuites sur le marché. Donc, ils ne payent pas ou ils prennent très peu, en fait, de leur quota. Pourquoi le CBAM est utile, même si c'est difficile, c'est qu'avec le CBAM, on peut dire, maintenant, vous avez justement la frontière, on peut arrêter de donner les quotas gratuites. Et donc, ça veut dire que maintenant, on vous vend vos quotas aux enchères comme pour le secteur électrique. Et donc, ça veut dire que les coûts de ces matériaux vont augmenter, en fait, en utilisant les technologies fortes en carbone. Et ça peut nous aider en fait à fermer cet écart ou même rendre moins cher ou plus avantageux économiquement ces solutions pour la transition. Et donc, c'est ça vraiment qui est l'enjeu. C'est qu'on ne peut plus continuer à donner des quotas gratuits à cause des distorsions que ça crée. Et donc, il faut créer ces conditions pour la transition. Et c'est ça qu'il faut expliquer à nos partenaires commerciaux, que ce n'est pas une mesure de protectionnisme, c'est une mesure qui est essentielle pour notre transition, pour notre
pour remplir notre NDC à nous, notre contribution sur l'accord de Paris à nous. Et ce qui est intéressant dans les tweets qu'on a vu de la Commission, c'est un peu ça qu'ils proposent de faire. C'est qu'à partir de 2026, il va y avoir un peu de première phase de transition pour le CBAM. Et après, ce qu'on pense qu'ils vont proposer, c'est de diminuer d'à 10% par an les quotas gratuites, donc de faire une transition progressive pour qu'on puisse aller vers ce nouvel système. Ce que je pense aussi, d'ailleurs, si on fait lentement, ça pourrait nous permettre de peut-être réduire la violence des impacts tout de suite sur les partenaires commerciaux. Ils ont un temps d'ajustement, etc. Bon, donc ça, c'est un peu le CBAM ETS rapidement. Après, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Il y a un objectif d'intégrer aussi le maritime dans l'ETS. Il y a un objectif aussi d'arrêter de donner les quotas gratuites à l'aviation domestique, qui est aussi très important. Il faut qu'on paye plus cher pour nos petits vols à Barcelone, etc. Il y a un objectif d'intégrer différentes formes du CCS et CCU, Carbon Capture et Storage. Et puis, évidemment, l'élargissement de l'ETS. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Je vais peut-être laisser ça à Thomas. Alors, Oliver, est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement quel est aujourd'hui le volume de quotas gratuits qui sont alloués aux industriels? Oui, c'est à peu près 600 millions de tonnes, qui est quasiment 46% de l'ensemble du plafond d'émission. Donc, 46% des quotas globalement. Donc, c'est très important. Ouais. Il y avait un point que je voulais qu'on aborde avec Lola, peut-être toujours en restant dans l'ETS, c'était de savoir quelles peuvent être les implications, enfin les effets plutôt pour les consommateurs de l'évolution annoncée du marché du carbone, notamment parce qu'il est éventuellement question d'y inclure les transports et les bâtiments. Alors, est-ce que ça peut avoir des effets, des impacts économiques sur les consommateurs et notamment sur les plus pauvres d'entre eux? Merci. Oui, pour l'instant, l'ETS, il a été conçu pour décarboner des secteurs où on a pour réguler les quelques grandes installations qui produisent de l'énergie ou des industries et qui dépassent un certain seuil. Donc, on vise des grosses installations, alors que là, on propose de l'étendre pour arriver à décarboner les secteurs dits diffus, comme le transport et les bâtiments, où voilà, les émissions sont moins importantes et morcelées sur de nombreuses sources. Il y a un vrai potentiel que si on fait ça à un niveau où ça a un effet, c'est-à-dire à un niveau où la tonne de CO2 est élevée, ce soit effectivement potentiellement très, très régressif, parce que ça pourrait vraiment toucher les ménages les plus modestes et qui sont contraints, qui n'auraient pas forcément les moyens de passer à des alternatives bas carbone. C'est pas neutre. Venant du pays des Gilets jaunes, on a forcément très peur que cette proposition elle réactive certaines de ces stigmates ou de ces blessures, parce qu'on sait que si on ne réfléchit pas complètement à remettre à plat les questions de fiscalité, la fiscalité carbone prise comme un instrument de façon assez isolée, elle peut complètement faire voler en éclats l'adhésion populaire forte qu'il y a par ailleurs pour décarboner l'économie. Mais c'est un outil qu'il faut employer avec énormément de soins et de soucis. Nous, on a beaucoup d'incertitudes sur le fait que l'Europe, ce soit le bon niveau pour mettre un prix du carbone sur ces secteurs-là. Ça s'apparente à un impôt, ça demande un dialogue démocratique très important. Voilà, là où on a un exemple en Suède où le prix du carbone était très élevé, ça s'était fait dans des conditions où il y avait une forte adhésion au gouvernement. Là, ce serait vraiment très, très, très difficile d'avoir cette adhésion à l'échelle de l'Europe où on va être dans des situations très contrastées voilà, entre l'ouest et l'est de l'Europe, par exemple, pour ne citer qu'une ligne de faille. Mais même au sein même des populations, on sait qu'en France, quand on a essayé de le faire, voilà, on a aussi fait voler en éclats le consensus qu'on pouvait avoir pour s'attaquer à la question du changement climatique. Donc beaucoup d'incertitudes sur est-ce que l'Europe c'est la bonne échelle pour lancer ce genre de mesures,
à la fois pour lever l'impôt quelque part, mais aussi pour recycler les revenus. Parce que pour que ce soit acceptable, il faudrait recycler les revenus qui seraient générés de cette ETS pour le redistribuer aux gens. Ce serait une façon de rendre ça plus acceptable. Et encore une fois, est-ce que l'Europe, c'est le bon échelon pour organiser ce recyclage et redonner les revenus aux gens pour essayer que ce ne soit pas un instrument trop régressif? Est-ce qu'il y a des simulations qui circulent actuellement sur le coût que ça pourrait représenter pour les ménages? Moi, j'en ai pas. Je pense que mes collègues seront sans doute beaucoup plus informés parce que Thomas a aussi beaucoup travaillé là-dessus. C'est juste que c'est un instrument qui est politiquement potentiellement très toxique parce que soit c'est un signal prix qui n'est pas très important, donc quelque part il ne sert pas vraiment à faire changer les comportements de qui que ce soit, mais il est quand même pris comme étendard, comme une politique régressive, qui de toute façon va susciter de l'opposition. Soit il a un niveau très élevé à la tonne de CO2, et là, c'est potentiellement extrêmement régressif. Et il y a énormément de risques et encore une fois, beaucoup de doutes sur le fait que l'Europe soit le bon échelon. Merci Lola. Vous avez avec Lucie et Oliver posé un petit peu le contexte international. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si tout le monde est d'accord au sein des 27 ou est-ce qu'il y a des lignes de fracture entre différents groupes de pays? Oui, je vais en profiter d'ailleurs pour répondre aussi à votre question, Valérie, sur les chiffres, parce qu'en fait, les deux sont liés pour le coup. Donc là, on arrive vraiment dans le dur du Green Deal, du Pacte vert européen. Là, depuis 1 an et demi, la Commission a fait les choses qui étaient faciles mais importantes. Des beaux discours, une loi climat, une relance verte, etc. Avec des bémols qu'on peut ajouter, mais voilà. Là, on rentre dans le dur et c'est justement parce qu'on rentre dans le dur que les divisions vont être les plus intenses, ou plutôt que des divisions, plutôt les désaccords. Et ce qu'on voit déjà émerger, en fait, c'est sur les différents dossiers des coalitions à géométrie variable. Et de temps à autre, on va se retrouver avec la France et la Pologne ensemble, et de temps à autre, on va se retrouver avec la France contre la Pologne, pour prendre juste cet exemple-là. Moi, ce que je vous propose pour évaluer un peu l'ampleur de ce paquet législatif-là, qui est le plus grand paquet législatif jamais proposé par la Commission européenne dans son histoire sur l'énergie, le climat et le transport, c'est trois critères. L'intérêt que ça a pour le climat, l'impact que ça a sur les enjeux de justice sociale, qui est une condition sine qua non de la faisabilité politique d'une transition écologique en démocratie, et l'impact que ça a sur l'innovation, qui est une condition sine qua non aussi pour la réussite de cette transition, notamment pour la phase qui va être vraiment dure, parce que la phase des 8 ans et demi à venir pour atteindre les objectifs 2030, c'est relativement facile. C'est des solutions qui techniquement marchent bien, etc. La phase d'après, passer de moins 50% à moins 100% d'émissions nettes entre 2030 et 2050, ça, c'est pour le coup extrêmement dur. Et donc, il y a besoin d'adopter les choix aujourd'hui pour innover aujourd'hui de manière à ce que les décisions et les déploiements qu'on devra faire post-2030 soient faisables, tant en termes de coûts économiques que de soutien politique, que aussi parfois en termes de faisabilité technique. Les divisions qu'on voit déjà, ou plutôt les désaccords qu'on voit, on les voit sur quelques sujets, mais il y en a un en particulier qui est politiquement extrêmement important, qui est cette question que Lola vient de mentionner de ce deuxième marché européen du carbone, qui concerne cette fois-ci non pas les entreprises de l'électricité et la production industrielle, mais quelques entreprises et surtout les ménages. Donc, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous réunis ce matin, mais aussi nos parents, nos beaux-parents, nos enfants pour ceux qui en ont, etc. Là, il y a, en termes de politique publique, en fait, c'est prendre des risques politiques et sociaux énormes pour un impact environnemental très faible. C'est assez facile de comprendre qu'avec une hausse, peut-être pour donner des chiffres, en fonction du prix du marché, prix qu'on ne connaît pas encore du coup, parce que c'est un marché qui n'existe pas encore, donc on ne peut pas faire des prédictions de prix. Donc pour prendre une fourchette large, l'impact que ça va avoir sur la facture d'essence, ça va se situer grosso modo entre une hausse de 6 centimes le litre et de 60 centimes le litre. Alors à 6 centimes le litre, vous pouvez imaginer que ça n'aura quasiment aucun impact environnemental. À 60 centimes, c'est assez inconnu parce que l'impact sera très important sur les plus pauvres.
qui vont du coup probablement couper, en tout cas rouler moins. Sur les plus riches, je ne sais pas moi, des gens qui sont capables de mettre 70 000 euros sur la table pour acheter pour acheter directement une Audi Q7. Je pense qu'ils peuvent payer 60 centimes d'euros le litre plus sans que ça ait beaucoup d'impact sur leur vie, en tout cas sur leur consommation d'énergie et donc du coup sur la pollution qu'ils émettent. Ce nouveau marché européen du carbone, il concerne aussi le bâtiment et on publie là, dans quelques heures à l'Institut Jacques Delors un papier qui regarde spécifiquement cet enjeu-là, qui est un enjeu social aussi extrêmement important puisque il s'agit en fait de la capacité des gens à chauffer en hiver et notamment des locataires qui ne peuvent pas rénover leur logement et aussi des propriétaires pauvres qui ont d'autres obstacles. Les divisions qu'on voit là pour le coup, et je pense qu'on peut vraiment parler de division, en fait cette idée-là c'est vraiment une idée allemande. Ou plutôt une idée berlinoise qui vient de la CDU-CSU, donc la droite allemande initialement. Et les Allemands sont en train de mettre en place depuis 6 mois un marché du carbone en Allemagne qui est, à mon avis, assez cohérent pour l'Allemagne et qui a amené à beaucoup de débats c'est maintenant d'ailleurs devenu un des enjeux de la campagne électorale pour les élections fédérales, en Allemagne. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui vient de cette famille politique, dont toute la carrière politique a été faite dans la droite conservatrice allemande depuis quelques décennies, a fait partie des gens qui ont poussé cette idée-là. Et donc, du coup, maintenant, c'est sûr, la Commission, dans 48 heures, proposera la création d'un marché européen du carbone pour les secteurs du bâtiment et du transport routier. Pour l'instant, ma connaissance, c'est que 3 gouvernements nationaux qui soutiennent cette mesure-là. Le gouvernement allemand, bien évidemment, le gouvernement danois, le gouvernement néerlandais. Il ne vous aura pas échappé que 3 sur 27, ça ne fait pas une majorité. Et il y a tout un tas de gouvernements qui sont extrêmement réservés, voire opposés à ça. La position officielle du gouvernement français est d'être réservé pour des enjeux politiques qu'on comprend bien à 9 mois des élections françaises. Un pays comme la Pologne, le gouvernement polonais, lui, est franchement opposé à ça. Et aussi parce que du coup, ça a un impact disproportionné sur les pays les plus pauvres, parce que vous avez un prix unique qui s'applique sur l'intégralité du territoire de l'Union européenne avec des niveaux de vie qui sont très, très, très hétérogènes entre le Danemark et la Bulgarie. Voilà. Benjamin, dans la conversation, mentionnait le rapport de ERCST mené par Andrei Marcou. Donc, eux, ils chiffrent l'impact de cette réforme-là en faisant une hypothèse de prix élevé du CO2 sur le marché, qui est du coup une hypothèse tout à fait réaliste. Et l'impact que ça aurait pour les Polonais les plus pauvres, donc les 20% des Polonais qui ont le moins de revenus, ça leur coûterait, juste cette hausse-là, ça leur coûterait 1 mois de salaire par an. Donc ça vous donne l'idée de l'impact économique et social, et du coup ça explique en partie l'opposition à venir du gouvernement polonais là-dessus. L'inconnu pour l'instant, c'est la position du Parlement européen. Il n'y a pas eu de vote vraiment sur un sujet proche, mais Pascal Canfin s'est très très clairement exprimé contre ça et a même imploré la Commission européenne de ne pas proposer cette réforme-là qu'il a qualifiée de politiquement et climatiquement suicidaire. Néanmoins, la Commission va le faire. Après, la Commission est tout à fait consciente des enjeux sociaux et c'est pour ça qu'il y a plein de détails sur lesquels on peut revenir, mais il y en a un qui est particulièrement visible, qui est la création en même temps que ce nouveau marché européen du carbone d'une facilité pour l'action sociale et climatique, donc c'est un nouveau fonds européen pour le dire rapidement, qui aurait un fonctionnement similaire en termes de processus aux fonds qui ont permis de financer une partie de la relance économique dans les États et qui du coup utiliserait une partie des fonds de ce nouveau marché européen du carbone pour financer des projets en faveur de l'action sociale et de l'action climat dans les États membres. Ce qui, du coup, est aussi une grande différence en termes de design de politique publique avec la taxe carbone française de 2017-2018 qui était beaucoup moins intelligemment pensée. Donc voilà vraiment pour l'enjeu des ménages. Il y a aussi une volonté pour la Commission d'agir aussi sur les entreprises, bien évidemment. Donc le message politique qu'il porte, c'est de dire qu'il faut que tout le monde agisse. Et une des propositions majeures qui va être faite dans 48 heures, c'est une réforme profonde de 2 véhicules juridiques qui concernent le transport et notamment la voiture électrique. Le premier, c'est le règlement européen sur les standards de CO2 pour les voitures neuves. Et pour le dire rapidement, ce que la Commission va probablement proposer, c'est une date à partir de laquelle il sera interdit en Europe de vendre une voiture neuve
qui utilisent une goutte d'essence ou de diesel. Est-ce que cette date sera 2035 comme un document fuité le supposait, ou peut-être 2040 comme certaines personnes, certains de mes contacts à la commission me disaient que ça risquait d'arriver? Ça, on ne sait pas encore, on le verra. Mais du coup, ce sera une date à partir de laquelle il n'y aura plus de vente de véhicules qui utilisent de l'essence et du diesel, y compris du coup les véhicules hybrides, qui du coup seraient aussi interdits à partir de cette date-là. Et en parallèle, la Commission va proposer une réforme de la législation européenne qui concerne les bornes de recharge pour les véhicules électriques, avec un changement juridique majeur, parce qu'en fait, actuellement, ce véhicule juridique-là est une directive, donc ça concerne les États membres et ça met du temps à être appliqué, et généralement, c'est mal appliqué par tous les États, et le transformer en règlement, qui est un autre outil juridique européen, qui est un véhicule juridique beaucoup plus contraignant, à application directe. Et ça, c'est ce que très probablement la Commission va proposer dans 48 heures. Et on verra les réactions des États, mais ce serait vraiment un pas pour le coup dans la bonne direction pour une politique européenne extrêmement ambitieuse et extrêmement cohérente territorialement pour assurer un déploiement massif des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, ce n'est pas que les voitures, c'est aussi les vélos, aussi les scooters, etc. Donc, ça aussi, c'est un autre enjeu extrêmement important. Merci Thomas. On va essayer avec Oliver, et ça c'est un sacré exercice, finalement d'essayer de faire une espèce de premier bilan climatique et environnemental de ce paquet législatif, en essayant d'attribuer très subjectivement des bons points et des mauvais points, et voir si ce formidable programme est aussi ambitieux que la Commission voudra nous le dire. Oliver. Merci. Juste avant de dire ça, je peux juste répondre rapidement sur ce que disait Thomas, parce que comme je représente l'Institut allemand, en fait, peut-être vous êtes intéressé d'écouter l'autre côté de l'argument sur l'élargissement de l'ETS. Très rapidement, je pense, c'est vrai que c'est un enjeu explosif politiquement. Ça, c'est sûr, et on le voit déjà dans le contexte allemand, en fait. Cela étant dit, il y a quand même on peut quand même défendre la perspective des décideurs en allemand qui préfèrent cette approche-là. C'est quand même aussi certains éléments qui sont légitimes. Et donc, il faut juste avoir ça en tête. Une chose, par exemple, c'est la question à la vitesse à laquelle on introduit ce nouveau prix du CO2. C'est pas pour demain, en fait. Ce qu'on voyait dans le tweet, en tout cas, il y a quelques semaines de l'ETS, c'est que ça ne commencera pas vraiment avant 2028. Et peut-être aussi, il y aura des mécanismes de contrôle du prix. Donc, quand Thomas parle de l'échelle entre 6 centimes et 60 centimes, il est possible qu'on sera plutôt du côté du 6 que du 60 pour le diesel initialement. Et donc, si on a une perspective où ça serait mis en œuvre de façon beaucoup plus lente, il y a deux avantages. Un serait que l'idée, c'est de donner du temps, en fait, pour les pays membres à quand même offrir des alternatives pour ne pas payer ce taxe à ses citoyens. Donc, ça, c'est évidemment critique. Si on peut offrir l'alternative, ça devient moins explosif. Mais ça, c'est une grande question, un grand si. D'accord? Le deuxième, c'est la transition coûte très cher. Il ne faut pas le nier. Il faut aussi reconnaître le dette que Covid et tout ça va nous laisser. Il y a une question finalement sur qui paye et comment est-ce qu'on paye pour cette transition. Si on veut faire la rénovation, subventionner les véhicules électriques, etc. Et donc, je pense que l'objectif de la Commission, quelque part, c'est de dire si on crée cette nouvelle fonds qui va générer de l'argent dans l'avenir, dans les années 30, etc., on peut éventuellement emprunter par rapport à ces revenus du futur pour payer déjà aujourd'hui les choses qu'on veut pour effectivement décarboner ces ménages et le transport. Donc, je pense que ça, c'est un peu la vision alternative. Une autre chose, c'est qu'il faut quand même qu'on taxe les bonnes choses dans la transition. Aujourd'hui, on taxe l'électricité et on ne taxe pas les produits, les fuels fossiles. Et donc, quelque part, je pense que l'objectif de cette commission et en Allemagne, c'est de dire il faut inverser les choses. Donc, c'est pour ça qu'en Allemagne, quand ils ont introduit cette nouvelle taxe carbone dans ce secteur, ils ont fait baisser les taxes sur l'électricité pour que l'électricité, qui est de plus en plus propre, devienne plus avantageuse et aussi pour compenser les effets sur les ménages. Donc, je veux juste expliquer qu'il y a deux côtés, en fait, par rapport à cet argument et il y a certaines complexités à prendre en compte. Après, sur l'ensemble du paquet, je pense qu'il y a beaucoup de petites choses en fait qu'on peut critiquer. Moi personnellement, nous à Agora, on estime que un des gros soucis, c'est dans le directive pour les énergies renouvelables.
Notamment, il y a un risque d'avoir un manque de priorisation de la biomasse et de l'hydrogène vers les secteurs qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas d'alternative pour se décarboner. Et ça risque d'être un énorme problème parce que je pense que si on donne, pour dire simple, si on donne de l'hydrogène à tout le monde, la biomasse à tout le monde, finalement, on n'en a pas assez pour ceux qui en ont vraiment besoin et on risque d'avoir une situation où on n'arrive pas à notre objectif en 2050. Et pour moi, ça, c'est peut-être le plus gros souci dans ce que j'ai vu jusqu'ici. Après, c'est étant dit, il y a beaucoup de choses qui sont très positives dans ce qu'on attend de la Commission, ce qu'on a vu jusqu'ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a même 2-3 ans, on parlait du fait que en fait, l'objectif moins 40% en 2030, c'était trop difficile. C'était très difficile d'avoir un accord entre les États membres. Peut-être qu'on pourrait augmenter à 45% en fait, en trichant un peu sur la façon qu'on reportait ça vis-à-vis des directives énergie renouvelable et efficacité énergétique. Et donc maintenant, la Commission est en train de nous proposer moins 55, un vrai moins 55 pour 2030 et la neutralité carbone pour 2050 dans la loi climat, avec un nombre de mesures qui ont vraiment la capacité à le livrer, en fait, ou d'aller très très près en tout cas. Donc, je pense quand même qu'on peut féliciter, ou j'espère qu'on puisse mercredi féliciter la Commission pour ce qu'ils ont fait, un offre sincère pour répondre à l'engagement que nous avons pris au niveau européen il y a quelques mois. Maintenant, ça serait sur le Parlement et le Conseil de répondre de manière équivalente. Il faut absolument que le Parlement et le Conseil renforcent ce paquet au lieu de le diluer. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que beaucoup de choses vont devoir être mises en œuvre au niveau des pays membres. Hein. C'est que le début. Quand on propose quelque chose au niveau européen, c'est les États membres qui doivent mettre en place la plupart des dispositifs. C'est là où ça rate, où ça marche. Et donc, ça va vraiment être aux pays membres de s'approprier de cet objectif. On voit dans certains pays que la justice force les pays membres à s'en approprier de cette transition. Mais il faut que tout le monde le fasse de façon sincère. Et puis, peut-être un dernier mot, c'est il faut aussi pas oublier qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dans le paquet Fit for 55 qui sont aussi très importantes. Notamment dans l'efficacité énergétique, on va avoir une nouvelle directive pour l'efficacité énergétique mercredi. Néanmoins, la question sur qu'est-ce qu'on fait, par exemple, sur les standards dans les bâtiments, et notamment les nouveaux bâtiments, ça serait peut-être laissé pour je ne sais pas comment traduire en français, mais le EPBD, c'est le Energy Performance in Buildings Directive en anglais. Et ça va être critique parce que, bon, si on peut critiquer, par exemple, le prix de CO2 dans le bâtiment si on veut, mais si on n'a pas de régulation très forte pour les bâtiments, finalement, on n'atteint pas l'objectif. Donc ça, c'est… merci, Thomas. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont très importants. Pareil aussi pour tout ce qui est économie circulaire, pour l'industrie, pour la création des marchés, pour l'industrie, les matières à bas carbone. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à attendre mercredi, mais encore plus de choses après pour compléter le paquet. Merci Oliver pour ce premier bilan à chaud. Dernier point de ce tour de table virtuel avec Thomas. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'innovation? Est-ce que le paquet Fit for 55 va développer l'innovation dans un certain nombre de secteurs? Je pense on a parlé de la sidérurgie tout à l'heure ou du bâtiment maintenant, ou est-ce que pour l'instant il y a des grandes idées mais il n'y a pas beaucoup d'engrenage ni de financement derrière? Alors, il y a plusieurs types d'innovations qui vont être assez soutenues du coup par ce paquet. Je vais partager mon écran de manière à ce que vous puissiez voir une illustration de ce type-là. En fait, pour soutenir l'innovation, il y a plusieurs outils qui vont être modifiés dans le cadre du Fit for 55. Je pense que pour simplifier un peu, on peut distinguer deux types d'innovations qui sont nécessaires. Une première chose qui est nécessaire, c'est de développer aujourd'hui des solutions qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore sur le marché, mais qu'on a besoin de développer aujourd'hui pour qu'elles puissent être sur le marché en 2025-2030 et qu'on puisse du coup passer à la deuxième étape post-2030, donc passer de moins 55 à moins 100% d'émissions nettes de CO2.
Dans ces secteurs où les solutions techniques n'existent pas, effectivement, un des enjeux particulièrement importants, c'est les subventions publiques. Et je tiens à le dire et à le redire, depuis 10 ans, les 27 gouvernements nationaux disent que l'innovation c'est important et le climat c'est important. Ils ont baissé les dépenses publiques de recherche et d'investissement dans les énergies propres depuis 10 ans. Il y a une forte baisse entre 2010 et 2018 dans les 27 États de l'Union européenne, alors que le budget de l'Union européenne, lui, augmentait, alors que le budget états-unien d'investissement public augmentait aussi et que la Chine triplait son budget d'investissement public. Donc là, il y a un enjeu particulier. Dans le cadre du Fit for 55, c'est au sein de la réforme du marché européen du carbone, l'ETS, où il y a un fonds particulier qui s'appelle le Fonds pour l'innovation, le Innovation Fund, qui est dédié à financer des projets qu'on appelle des démonstrateurs. Donc c'est une brique particulière dans le processus d'innovation qui permet d'amener une technologie d'un laboratoire vers le marché. Donc le démonstrateur, c'est le moment où vous démontrez en fait, enfin vous testez et vous démontrez, on espère, que votre processus ou votre technologie marche dans des conditions réelles, à l'échelle industrielle, etc. Un autre enjeu pour l'innovation, c'est d'adopter des réglementations qui soient extrêmement strictes. Extrêmement strictes notamment pour créer ce qu'on appelle des marchés de niche qui sont essentiels pour l'innovation. Un exemple qu'on va peut-être voir du coup en décembre, ça peut être par exemple d'avoir un quota d'acier vert dans les bâtiments nouvellement construits. Et si ce quota-là est juste de 10%, ça augmente quasiment pas du tout le prix de la construction d'un bâtiment. Par contre, ça crée un premier marché qui envoie un signal très très clair aux chercheurs, aux investisseurs, aux innovateurs pour développer du coup des méthodes de production d'acier avec des émissions nettes quasiment égales à zéro. Donc par exemple de l'acier fabriqué en utilisant principalement de l'hydrogène renouvelable comme source d'énergie. Après, vous avez d'autres secteurs où les solutions techniques existent déjà, il faut les massifier. Alors là, vous voyez ces deux couleurs, mais en fait, on est plutôt sur des nuances de gris, hein, les choses se chevauchent. Là, vous avez l'application du principe pollueur-payeur, donc c'est le marché européen du carbone dont on a déjà parlé. Un autre enjeu, ça va être la réglementation pour sortir du marché tous les produits qui sont les plus inefficients. Et donc là, par exemple, l'exemple que je donnais sur la fin de la vente de nouveaux véhicules consommant du pétrole, c'est une manière pour l'Union européenne du coup de sortir du marché cette technologie du moteur à combustion interne, qui est une technologie qui est complètement dépassée pour des raisons environnementales, pour des raisons de pollution de l'air, mais aussi même pour des raisons techniques. Là-dessus, ça provoque beaucoup de débats politiques et beaucoup de gens font comme si on n'avait jamais fait ça par le passé. Je voudrais juste rappeler qu'on a fait ça plein de fois par le passé. Hein. On a interdit le DDT, qui est un pesticide horrible. On a interdit aussi l'amiante. Et plus récemment, on a interdit les ampoules à incandescence. C'est l'Union européenne qui a interdit les ampoules à incandescence et c'est pour ça qu'on a tous maintenant des LED chez nous, qui est une technologie beaucoup plus efficace que ça. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est le déploiement des infrastructures, et notamment des infrastructures pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, avant de passer aux questions, je pense que ça peut être utile de vous rappeler un peu le calendrier, quelles sont les principales étapes dans les mois à venir. Donc là, il y a la proposition qui arrive du coup bien mercredi, comme vous pouvez le voir du coup sur ce partage d'écran. Et vous voyez la masse des propositions. Donc, on a une douzaine de propositions différentes. Et on a parlé d'une majorité, mais je pense qu'on ne les a même pas toutes abordées. Donc, il y aura vraiment un enjeu là, de compréhension de ça à partir du 14 juillet. La négociation européenne va vraiment commencer à partir de septembre. C'est là où on va avoir les premiers échanges au sein du Parlement européen et séparément au sein du Conseil, où sont les gouvernements nationaux. Et on est parti pour un processus de prise de décision qui va durer entre 18 et 36 mois. Donc, ça va nous amener très, très probablement en 2023. Là, on aura un accord. Il va se passer plein de trucs d'ici à 2023. En septembre, on mentionnait déjà les élections fédérales allemandes qui vont être extrêmement importantes. Historiquement, l'Allemagne a plutôt joué, il y a 10 ans, par exemple, un rôle de bloquant du gouvernement qui avait tendance à freiner sur les actions climat il y a 10 ans. La position du gouvernement allemand a beaucoup changé depuis 5 ans. Là, elle risque vraiment de passer de l'autre côté, notamment si les Verts font un bon score. Mais même si les Verts font pas un bon score, en fait, la CDU ou de CSU, c'est vraiment converti, en tout cas dans les promesses, à une action climatique vraiment ambitieuse.
On a aussi les élections législatives tchèques qui sont à suivre, puisque le parti actuellement en tête, c'est une union entre l'association des maires tchèques et le parti pirate. Donc ça pourrait aussi amener à des conséquences possibles, en tout cas sur le niveau européen. Il y a la COP26 à Glasgow que Lola mentionnait, et il y a ce que Oliver mentionnait, la deuxième partie du Fit for 55. Donc c'est deux révisions qui sont en fait importantes sur deux sujets majeurs. La directive sur la performance énergétique des bâtiments, où il pourrait y avoir, en tout cas des options envisagées, c'est d'avoir une obligation légale de rénovation lorsqu'on vend un bâtiment, lorsqu'on le loue, ce qui fait écho au débat qu'on a eu sur la loi climat en France, et la révision du paquet gaz, paquet hydrogène. Donc ça, on attend ça pour décembre. Et à partir de janvier, on aura un moment assez intéressant politiquement, où il y aura le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, où le Green Deal sera probablement une des priorités de cette présidence, et où la France aura notamment comme mission d'essayer d'aboutir à un premier accord sur des lignes politiques communes au sein du Conseil, donc essayer de trouver une majorité qualifiée entre les 27 gouvernements nationaux. Donc ça s'annonce épique. Merci Thomas. Pour commencer cette séance de questions-réponses, je vais en poser une qui s'adresse à vous quatre finalement. Comment vont s'architecturer d'autres politiques qui sont importantes? Je pense à la stratégie adaptation, je pense aussi à la stratégie forestière et puis accessoirement à la politique agricole commune. Est-ce qu'il y a déjà des passerelles qui sont prévues ou est-ce que pour l'instant on navigue un peu à vue? Il n'y a pas d'amateur? Rapidement, je peux dire sur ce qui concerne les forêts, il y a une nouvelle stratégie forêt justement qui va sortir avec le Fit for 55. Et l'idée, c'est aussi de s'adresser à un certain nombre éventuellement de risques d'effets secondaires négatifs ou pervers qui pourraient avoir lieu avec l'augmentation de l'ambition sur les énergies renouvelables. Donc ça va être intéressant. Je pense une deuxième chose, c'est que la Commission, dans ce qu'on a vu dans les fuites encore une fois, mais on va voir en mercredi, propose de laisser l'agriculture dans le cadre des secteurs OETS aujourd'hui, c'est-à-dire les secteurs pour le partage des efforts, où chaque pays a un cible de réduction, mais à partir de 2031, de faire passer l'agriculture dans le règlement aujourd'hui pour le captage et stockage du CO2 dans les forêts, ce qu'on appelle le LULUCF. Ce qui serait quand même un énorme changement, en fait, pour la post-2030, parce que ça permettrait de créer une espèce de filière agriculture plus forêt pour essayer de créer des émissions, soit un bilan négatif entre agriculture et forêt avec des objectifs nationaux contraignants, soit même d'avoir des émissions nettes négatives de ces secteurs, qui est critique pour la transition à net zéro en 2050. Donc, on va voir si ça reste, parce que c'est un sujet sensible pour les États. Mais si les commissions puissent faire valider ça, ça serait un énorme coup, je pense, en termes de la gouvernance de la transition. Est-ce qu'on a des nouvelles de la stratégie, du projet de stratégie d'adaptation, plus exactement? Visiblement, on n'en a pas beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup de nouvelles de ce projet-là, à part ce qui a déjà été publié. Peut-être une chose à dire qui est intéressante dans cette stratégie d'adaptation, c'est que bon, forcément, elle essaie de rendre l'Europe plus résiliente aux impacts du changement climatique. Une chose qui nous intéresse aussi, c'est l'Europe cherche aussi à renforcer la résilience de ses partenaires via la DG Climat et la DG Partenariats internationaux, qui est celle qui s'occupe des politiques de développement et coopération. En fait, ça vient renforcer la posture de l'Union européenne comme leader sur la scène internationale sur les questions du changement climatique. Non seulement de s'adapter, mais aussi d'aider les autres pays à s'adapter. Je pense que pour rebondir sur ce que disait Oliver, une des choses qui va être très importante, c'est la transition du système alimentaire et agricole, qui est un enjeu majeur pour l'UE, à la fois sur les enjeux d'atténuation, mais aussi sur les enjeux d'adaptation, qui pour l'instant est quand même compliqué, parce qu'on n'arrive pas à parler de certaines questions qu'il faudrait mettre sur la table, comme la réduction
du cheptel. Et en même temps, on voit une imbrication très forte entre la stratégie de la fourche à la fourchette, la stratégie biodiversité et voilà, certains des éléments, notamment la réglementation du LULUCF dont a parlé Oliver, qui en fait parle du même objet, qui est l'élément la nature en Europe, mais avec chaque fois différentes casquettes et différents objectifs. Et il y a un vrai enjeu à les marier, donc notamment arriver à mieux diriger la biomasse vers les usages où c'est prioritaire, comme disait Oliver. C'est vraiment majeur pour arriver à tenir les objectifs climat et les objectifs de préservation de la biodiversité. Et la PAC, c'est clairement une question qui va être, qui n'est pas directement dans les politiques énergie-climat, mais voilà, qui va avoir un impact majeur sur notre capacité à atteindre la neutralité climat et à être résilient au changement climatique. Bien sûr. Une question de Virginie Malingre. Oui, bonjour, merci beaucoup d'organiser ce brief. Vous avez évoqué des alliances à géométrie variable entre les 27 sur différents sujets. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'exemples? Sur la partie bâtiment et routes, enfin voitures, ça j'ai bien vu, il y a 3 pays pour, en gros tous les autres réservés ou contre. Mais par ailleurs, est-ce que vous pourriez être un peu plus concret? Pour vous donner un autre exemple sur le secteur du véhicule électrique, vous avez en fait, de manière assez classique, des lignes de fracture qui, disons, sont des bons indicateurs de l'influence du lobby automobile auprès de chacun des gouvernements nationaux. Donc la France et l'Allemagne sont plutôt, en règle générale, très proches de ce lobby-là. Et même historiquement, il y a 15 ans, beaucoup d'initiatives européennes avaient été torpillées à l'époque par Chirac et Schröder. Donc cette influence-là n'a pas beaucoup changé. Par contre, certaines entreprises ont évolué. Donc Volkswagen et Renault, par exemple, en Allemagne, sont beaucoup plus en faveur du véhicule électrique que ne le sont BMW et Peugeot PSA pour rester dans les entreprises franco-françaises et allemandes. Donc là, il y a un peu une inconnue, en tout cas, de la position de ces gouvernements. Vous en avez qui vont être particulièrement réticents, ça c'est sûr, notamment la Slovaquie. Et d'autres au contraire, où le secteur de la construction automobile étant assez faible, et ben, les gouvernements nationaux, quand ils pensent véhicules électriques, pensent avant tout confort, nuisances sonores, impact sur la pollution de l'air, changement climatique. Donc par exemple, les Pays-Bas sont extrêmement à la pointe là-dessus et vont avoir tendance à défendre une position très très ambitieuse sur le climat, sur du coup les réglementations qui concernent les véhicules électriques. Et donc là, excusez-moi, la France et l'Allemagne, on ne sait pas à l'heure actuelle si elles défendent 2035 ou 2040? Non, bah en fait, la France, pour l'instant, en tout cas dans sa loi nationale, c'est 2040, et moi, je n'ai pas vu de propos qui vont vers quelque chose de plus ambitieux. Sachant que 2040, c'est trop tard, du coup, pour la neutralité climat, simplement parce qu'une voiture, la durée de vie moyenne d'une voiture dans l'Union européenne, c'est 11 ans, mais ça, c'est une moyenne, et les moyennes, on s'en fout. Donc, vous avez une grande part des voitures qui restent 15 ans, 20 ans sur le territoire européen, et généralement avec une deuxième vie dans le centre-est de l'Europe, et voire une troisième vie en dehors de l'Union européenne. Mais quand une voiture fabriquée en Europe est utilisée en Afrique et émet du CO2, elle émet du CO2 comme si elle était utilisée dans l'Union européenne. Là-dessus, en tant que journaliste, je vous conseille toujours de faire la différence entre les propos tenus par les politiques français à Paris et les votes qui ont lieu à Bruxelles. Le gouvernement précédent, avec Ségolène Royal à l'époque, avait très clairement menti de manière éhontée en faisant l'exact inverse à Bruxelles de ce que Ségolène Royal déclarait sur les plateaux télé. Et ce gouvernement-là risque de vouloir, disons, utiliser les mêmes outils que n'importe quel gouvernement français a fait depuis 20 ans sur ce sujet-là. Est-ce possible? Une remarque peut-être d'Oliver Sartor et puis de Lucie Mathérin? Oui, juste comme vous avez demandé aussi sur les géométries des différentes pour et contre. Un autre dossier qui a ces choses, c'est évidemment le CBAM. Et là, la France est évidemment pour. Je pense que M. Macron aimerait bien l'avoir bien avancé pour son élection. Après, évidemment, les pays qui sont plus… Il y a à peu près 10 pays qui le soutiennent, avec le Pays-Bas, l'Autriche, je pense la Pologne, la Roumanie, un certain nombre. Mais l'Allemagne, jusqu'ici, l'a soutenu publiquement. Mais je pense que derrière les portes fermées, est assez anxieuse, notamment parce que, évidemment, l'Allemagne est un pays avec une économie très axée vers l'export. Et donc, ils ont peur, globalement, de la rétaliation.
sur la voiture ou je ne sais pas quoi. Et ça veut dire que, et je pense aussi les pays nordiques d'ailleurs, qui sont relativement ouverts aussi, sont dans des situations similaires. Donc, je pense que ces facteurs-là vont pousser pour une espèce d'approche beaucoup plus lente. Je pense que tout le monde reconnaît, même les Allemands, qu'il va falloir faire un arrêt aux allocations gratuites dont j'ai parlé récemment, tout à l'heure, parce que ce n'est pas durable, en fait. Quand on a un plafond qui descend, il faut à un moment donné, et on n'a pas assez de quotas. Mais ça veut dire que les Allemands plaident pour vraiment ralentir. De l'autre côté, par contre, la France aimerait aller aussi vite que possible parce que l'autre chose qu'il voulait Macron, c'était d'avoir des fonds, en fait, de récupérer les fonds levés à la frontière pour payer l'empreinte relance que l'Europe a levée. Et donc ça, c'est un conflit fondamental à la base. Une autre chose aussi, d'ailleurs, qui est drôle dans cette affaire, c'est qu'à la base, l'accord entre Merkel et Macron était la France va soutenir votre élargissement de l'ETS si vous soutenez notre CBAM. Et c'est ça qui est assez drôle aujourd'hui, c'est que maintenant, les positions se durcissent dans le sens inverse. C'est que la France est de plus en plus forte contre l'élargissement de l'ETS et l'Allemagne, vice-versa, contre le CBAM. Après, je pense que c'est un peu de posture aussi. Mais c'est intéressant pour voir parce que si cette histoire sur l'élargissement de l'ETS part en live, ça pose une vraie question pour le CBAM aussi. Lucie, vous souhaitiez intervenir, ajouter quelque chose? Non, mais très rapidement, parce que ça a été mis dans le chat, donc la lettre coordonnée par la France, donc il y a à peu près une dizaine de pays derrière CBAM pour le moment. Après, je pense qu'ils verront en fonction de la proposition de la Commission. Et d'autres bons exemples, c'est le nucléaire. Alors, c'est facile de trouver où sont ces coalitions parce qu'ils écrivent des lettres ensemble, ils publient des OPED, donc on peut les traquer assez facilement. Il y a un autre bon exemple autour de nucléaire et de gaz. Et là, on a aussi des coalitions qui peuvent être éventuellement un petit peu surprenantes. Donc, je pense que nucléaire, on devait avoir un alignement au moins France-République tchèque ou des choses comme ça. Voilà, je peux aller chercher les pays d'un petit peu plus près, mais en fonction du mix énergétique, ça peut donner des coalitions auxquelles on ne s'attend pas en termes de pays progressistes ou pays non progressistes. Merci. Une question totalement sotte. Est-ce que l'Organisation mondiale du commerce s'est déjà prononcée sur le projet de mécanisme d'inclusion carbone aux frontières de l'UE? Et si oui, quel est son avis? En fait, ça fait déjà 15 ans en fait, que l'OMC a fait des notes pour expliquer aux acteurs s'ils veulent faire les mesures contre les fuites de carbone, comme un CBAM ou autre, les principes pour comment faire. Donc, on a déjà ces lignes directrices, mais qui n'ont aucun statut légal en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir une vraie proposition avec un vrai cas judiciaire pour avoir une décision. Après, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça, évidemment, à la Commission et ailleurs, qui ont confiance qu'on peut avoir un CBAM qui est probablement compatible avec les règles de l'OMC, mais sous certaines conditions sur le design. Et la Commission fait tout à ce stade pour éviter de faire les erreurs là-dessus. Oui, bon. Je vais peut-être m'arrêter là. On peut aller dans les enjeux techniques pendant très longtemps, mais bon, c'est possible, mais c'est complexe. Ouais. Notamment si on supprime les quotas gratuits, si j'ai bien compris. Il faudra à terme, il faudra en tout cas faire une transition en fait entre quotas gratuits. On ne peut pas faire double protection, ça c'est sûr. Ouais. Lucie, vous souhaitiez intervenir? Oui, 3 mots juste pour compléter. Il y a de très bons avocats à la Commission. Il y a de très, très bons avocats. C'est sûr, c'est complexe, c'est difficile à faire un CBAM. À titre personnel, moi, je suis assez confiante sur le fait qu'ils arriveront à monter un mécanisme qui est conforme aux guidelines de l'OMC. La question, je suis assez d'accord avec Lola sur ce qu'elle disait. Elle est peut-être moins légale, c'est une question de risque diplomatique, en fait. Et ça, je suis nettement moins confiante sur la capacité de la Commission ou des États membres à gérer l'atterrissage diplomatique de ce texte-là auprès des partenaires de l'Union. Il y a en fait assez peu de travail de dialogue qui a été fait avec nos partenaires pour les préparer à ce texte. Et donc, je vous inviterai à moins considérer le risque légal parce qu'il y a de très bons techniciens, de très bons experts à la Commission pour gérer ça et à plus prendre en compte le risque diplomatique dans une année qui est importante pour le climat.
Mais on voit quand même certains pays partenaires, je pense au Maroc, je pense à la Russie, qui en tout cas annoncent l'un une nouvelle taxe carbone, l'autre un embryon de marché du carbone. Est-ce que c'est une réaction préventive au projet de mécanisme européen ou est-ce que c'est purement conjoncturel? Je pense qu'il y a beaucoup de réactions qui sont... Je suis vraiment d'accord avec ce que disait Lucie à l'instant. On a vu des réactions très contrastées. Alors, à la fois, les pays du Basique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont très, très violemment contre en disant que c'est une politique punitive qui est en violation du principe de responsabilité commune mais différenciée sous l'égide de la CNUC et de l'esprit des politiques nationalement déterminées de l'accord de Paris. Le ministre de la Russie, le ministre de l'énergie, il a aussi dit que si la proposition de l'UE était contrevenait au principe de l'OMC, il pourrait aussi mener un challenge à l'OMC. Et les États-Unis ont été aussi assez prudents en disant on encourage plutôt l'Europe à retarder et à utiliser cette mesure en dernier ressort. Il y a aussi des craintes du côté des pays moins développés. Donc, il y a quand même beaucoup de gens à convaincre. Côté Royaume-Uni et Canada, ils étudient des mécanismes potentiellement similaires. Donc voilà, le paysage est quand même très, très complexe pour gérer cette question politiquement. Peut-être juste pour être un petit peu plus précis sur de quoi on parle et comment est-ce qu'on pourrait faire que cette proposition soit un peu plus acceptable. Il y a la question d'ouvrir le dialogue et de dire qu'est-ce que ça va être la couverture de cet instrument. La question de ce qu'on appelle l'intégrité environnementale dans les négociations, c'est-à-dire faut être clair sur les objectifs de cette politique. La difficulté, c'est qu'elle en a eu beaucoup et ça a été évoqué par Oliver et d'autres. À la fois, on voudrait générer des revenus pour rembourser le plan de relance après Covid. On voudrait aussi contribuer au financement de l'Union européenne et en même temps, ça a été vendu entre guillemets comme une politique climatique. Donc, s'assurer qu'il y a une intégrité environnementale forte et qu'on réduit et on se débarrasse des quotas gratuits dans le temps, c'est vraiment très, très important pour garder la légitimité politique de cette proposition. On sait qu'elle va sortir et elle va être portée très largement par la France pendant sa présidence, puisqu'on l'a vu, c'est vraiment l'État le plus moteur là-dessus. Après, sur la question du périmètre et à qui ça s'applique, on a parlé, il y a eu plusieurs propositions de think tank ou autres pour exempter les pays les moins développés ou les petites îles les plus vulnérables au changement climatique, au motif qu'elles subissent de toute façon les effets du changement climatique de plein fouet, elles ont le moins contribué à ces effets. Il faudrait chercher à les exempter. Elles ne sont pas forcément très, très demandeuses de cette exemption. En fait, finalement, elles pourraient quelque part préférer qu'on les aide à moderniser leur chaîne de production plutôt que d'être exemptées et d'être enfermées dans des processus de production qui soient assez intenses en carbone. La vraie question, ça va être quelle utilisation des revenus du CBAM pour soutenir la transition. Donc, il y a une résolution du Parlement européen qui disait qu'il pouvait être notamment utilisé pour soutenir les transitions dans les PMA et dans ces petites îles vulnérables. Pour l'instant, on n'a pas, dans le draft qui avait fuité, on n'avait pas vu de propositions assez concrètes. Mais ça pourrait être un levier très important de dire qu'on réserve une partie de ces revenus à ces pays les plus vulnérables, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans le contexte des 100 milliards. On a fait un petit calcul de coin de table avec d'autres partenaires européens dans une note qu'on a sortie récemment, en disant, mettons qu'on en alloue entre 25 et 75% des revenus, suivant les estimations de la Commission qui a indiqué que les revenus pouvaient être de l'ordre de 5 à 14 milliards par an, suivant le design de ce mécanisme, ça pourrait représenter de l'ordre de 1 milliard à 10 milliards. Donc, ça pourrait être
des contributions assez substantielles. Il y a encore beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on les allouerait, à quel pays exactement, est-ce qu'on crée un nouveau fonds, est-ce qu'on augmente la contribution à des fonds multilatéraux, est-ce qu'on fait des accords bilatéraux avec certains pays directement. Mais en tout cas, cette question de l'alignement commerce et climat, elle va se poser de toute façon, quel que soit l'état de la politique, et c'est vraiment quelque chose à gérer sur le plan diplomatique, mais il y a pas mal d'options sur la table. Merci Lola. Une question de Thomas Blossville. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir si vous pouviez nous expliquer un peu ce qu'on peut attendre ou pas mercredi de la répartition de l'effort entre les pays sur la baisse des émissions, s'il vous plaît. Merci. Comment répartit-on la question ? C'est-à-dire que c'est la seule proposition qui n'a pas encore fuité à ma connaissance. À part si les collègues ont plus. Je peux dire une chose, c'est qu'il est clair que ça va être un choc pour certains pays, je crois. Peu importe ce qui est proposé, parce que moins 55%, ça veut dire… En fait, jusqu'ici, globalement, les pays de l'Est du centre Europe ont pu avoir des objectifs relativement limités. Et donc, elles n'ont souvent pas dû faire énormément d'efforts. Maintenant, en fait, il va falloir que les pays de l'Est font beaucoup plus pour que les chiffres se somment à l'objectif. Et donc, je pense que certains vont avoir un rude de choc et ça va être une négociation très difficile. Il y a beaucoup d'argent qui est annoncé, la création de nouveaux fonds dont nous a parlé Thomas. Est-ce que tout ça est financé? Est-ce qu'il y a des flux financiers qui sont déjà esquissés ou pour l'instant, tous les engrenages ne sont pas forgés? Sur l'enjeu du financement, je pense que la première source de financement, c'est le financement privé. Faut être très, très clair là-dessus. La transition, ça coûte cher qu'on regarde le nombre d'investissements qu'il faut. Si on le compare à la vraie alternative, qui est le fait de rien faire, mais pour rien faire, il faut quand même investir. Il faut investir dans des nouveaux SUV qui roulent au pétrole, il faut investir dans des nouvelles centrales à charbon, il faut investir dans des nouvelles mines de charbon. Pour faire la comparaison entre ces deux futurs possibles, le futur où on investit dans le vert, il coûte quasiment pas plus cher que le futur dans lequel on continue à investir dans le marron. Et je parle juste d'investissement direct, je ne parle pas d'impact climat, je mets de côté tous les co-bénéfices, je mets de côté la pollution de l'air, je mets de côté le climat. L'ordre de grandeur de la différence entre les deux, on est de l'ordre de moins du 1% du PIB. Entre un futur 100% vert où on est en net zéro en 2050 et un scénario où juste on investit dans les énergies fossiles, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principal financement, il est privé, vraiment. Donc, par exemple, il n'y a pas besoin de subventions, en tout cas pour l'Union européenne, il n'y a pas besoin de créer par exemple un mécanisme de subvention publique pour les véhicules électriques, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez une réglementation qui interdit de vendre des véhicules thermiques, ça règle le problème, quoi. Là où il y a besoin du coup de financement, c'est sur des enjeux qui peuvent être liés à la solidarité entre États membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est notamment le fonds de modernisation qui existe déjà, dont les revenus augmentent parce que ces revenus en fait sont directement corrélés au niveau de prix du marché carbone européen. Idem pour le fonds d'innovation que je mentionnais précédemment. Ce sera la même chose pour la Climate Action Social Facility, donc ce nouveau fonds social pour le climat que la Commission va proposer là dans 48 heures et qui doit récupérer une partie des revenus générés par ce nouveau marché européen du carbone sur du coup le transport et le bâtiment. Mais là, on est vraiment sur un enjeu d'acceptation sociale, tant par les populations que par les gouvernements nationaux. Donc, c'est plus un outil qu'il faut voir sous l'angle, à mes yeux en tout cas, de la justice interétatique et de la justice sociale, que sous l'angle véritablement de l'action climat. Ultime point là-dessus, tout ça en fait a lieu alors qu'on a eu l'accord sur le cadre financier pluriannuel, donc le budget européen sur plusieurs années, qui comprend lui aussi une hausse de l'argent européen qui va au climat, par exemple les infrastructures
pour connecter les États européens entre eux, les infrastructures du coup, de connexion électrique notamment, qui sont très importantes si on veut développer massivement les énergies renouvelables au niveau du continent, et le Fonds pour la transition juste, qui est doté de quelques dizaines de milliards d'euros pour venir en aide aux régions qui seront les plus touchées économiquement par la transition. Donc à très court terme, c'est les régions productrices de charbon, et très rapidement, ça va être aussi les régions dont l'économie dépend très largement de l'industrie du diesel. Merci Thomas. Une précision de Lucie et puis un jeu de questions. Oui, non, bah, rapidement. Enfin voilà, donc Thomas a bien identifié les enjeux. Effectivement, c'est du privé que maintenant les financements clés vont venir, d'où l'intérêt et l'importance de ce que j'évoquais un peu plus tôt sur la stratégie finance durable. Les grosses briques sur le financement public, elles ont été posées. Donc ce débat, il est clos. Les grosses briques, c'était MFF, donc le budget pluriannuel européen, et la facilité RRF, Recovery and Resilience Facility, donc ce Next Gen EU, en gros les 750 milliards. Il reste une grosse brique qui sera compliquée à mettre sur le plan financement public, qui sera compliquée à mettre en place. Ce sera la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Donc là, c'est pour savoir quelles sont les marges de manœuvre qu'on a au niveau budget national pour financer les investissements, y compris les investissements verts. Après, il va y avoir des petits plic-plocs par-ci par-là. Hein, donc ce sera, comme Thomas disait, donc c'est le CBAM, ce nouveau fonds qui va être créé, le fonds de modernisation, le fonds d'innovation, le JTF, etc. Mais enfin, les gros morceaux de financement public, ils sont derrière nous, à part pour ce qui concerne le SGP. Et maintenant, ce qu'il faut vraiment, enfin, le tuyau qu'il faut brancher, qu'il faut bien brancher, c'est le tuyau de la finance durable, en fait, parce que c'est de là que va venir la masse critique. Les partisans des critères de Maastricht seront contents. Question de Virginie Malingre. Oui, c'est vraiment. Aujourd'hui, on a une répartition en fait entre le marché ETS et la répartition de l'effort qui couvre donc 100% des émissions de CO2. C'est à peu près 40-60%, je crois. Et donc l'ETS, encore une fois, finalement, ce ne sont pas les États membres, c'est au niveau de l'Union européenne. Donc, est-ce que cette répartition vous semble la bonne? Est-ce que vous pensez que parmi les 27, il y a des pays qui souhaiteraient un autre équilibre? Je ne sais pas si je suis claire, mais… Pardon, la question, c'est est-ce que le périmètre actuel de l'ETS est le bon entre l'ETS? Non, la question, c'est aujourd'hui, il y a 40% de l'effort pour réduire les émissions de CO2 qui est fourni via le marché du carbone, c'est-à-dire qui échappe aux pays membres, et puis 60% via la répartition de l'effort et puis des normes, des machins, etc. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des États membres qui trouvent que ce 40% qui va sans doute donc être plus élevé après le 14 juillet, enfin, potentiellement, est-ce que c'est trop? Est-ce que, enfin, voilà, je veux savoir ce que vous en pensiez et comment vous percevez l'avis des États membres sur cette sorte de subsidiarité, en fait. Hein. Ah, OK. Je peux bien prendre ça. Évidemment, les pays, en fait, le TS existant couvre comme l'électricité, les réseaux de chaleur et l'industrie lourde. Donc, évidemment, ceux qui n'aiment pas le permis de l'ETS existant sont l'électricité, les réseaux de chaleur et l'industrie lourde. Et donc, en fonction de combien d'énergie fossile vous avez dans ces trois secteurs, vous êtes plus ou moins contre l'ETS. Donc, la Pologne, évidemment, la République tchèque ont toujours été très, très contre l'ETS pour cette raison-là. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que, ou ce qui toujours s'est passé, c'est qu'il y a une espèce de transfert financier via les pays de l'Ouest vers les pays de l'Est, avec des fonds de modernisation, qui d'ailleurs va être élargi aussi dans la proposition de la Commission, on pense, pour compenser un peu et pour aider la modernisation de leurs actifs. Donc, je pense que la même chose va se passer. Une question de Thomas Blosville, puis Olivier Cognas. Pardon, j'avais juste oublié de baisser ma main. Ah pardon, alors question d'Olivier Cognas qui lui a levé la main. Bonjour. J'avais deux questions déjà, savoir si sur le ferroviaire, qui est quand même le moyen de transport aujourd'hui qui permettrait justement de faire baisser les émissions, puisqu'on sait que le transport reste le premier secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Est-ce que l'Europe va annoncer des nouvelles mesures pour
favoriser son développement, et notamment sur le fret, où on voit que la part est très faible dans certains pays, notamment en France. Est-ce que justement des choses vont être annoncées pour limiter le transport routier, parce qu'on a parlé d'interdire les moteurs thermiques pour les voitures en 2035 ou 2040. Qu'en est-il pour les poids lourds notamment? Et puis sur le transport maritime, c'était la dernière question, puisqu'on sait que l'Europe voudrait agir sur ce secteur qui est quand même très polluant. Quelles mesures peuvent être annoncées mercredi? Alors, je peux apporter un début de réponse sur le train. Donc, il y a une initiative européenne du coup, sur le rail. Je vais mettre un lien dans la conversation qui a été annoncée à la fin de l'année dernière. Et donc là, je n'ai pas vu en détail quand est-ce que ce serait proposé. Ce n'est pas directement lié au Fit for 55, mais ce sera normalement proposé à la rentrée, je crois en tout cas au 3e ou 4e trimestre. Donc, je n'ai pas plus de détails à ce stade. Je ne sais pas si Lola, Oliver ou Lucie, vous en avez plus. Quel cas? Non. Ok. Et l'autre élément qui est inclus dans la pensée de la Commission, c'est notamment la volonté de faire pleinement payer le secteur du transport aérien intra-UE, ce qui du coup va avoir un aspect positif pour le rail en rééquilibrant un peu la différence de prix. Donc ça, c'est dans le cadre du marché européen du carbone. Il y a un autre élément aussi qui va concerner le lien un peu de compétition, si je puis dire, entre l'aviation et le train pour le transport de passagers. C'est un élément qu'on a peu évoqué d'ailleurs pour l'instant, qui est la réforme de la directive européenne sur la taxation de l'énergie, qui fait aussi partie du coup du paquet, qui a des 12 éléments législatifs qui est proposé. Là-dessus, l'objectif de la Commission, c'est de passer aussi par cet outil-là pour rééquilibrer la taxation, notamment entre l'électricité et les énergies fossiles. Donc, un des enjeux, du coup, est de permettre aux États de taxer plus le kérosène, notamment, et donc, du coup, de rééquilibrer aussi le différentiel de prix entre l'aviation et le train par ce biais-là. Mais du coup, je pense que dans tous les cas, il y aura plus de détails dans quelques mois sur le contenu de ce que je mentionnais au début, du coup, donc, ça s'appelle le Rail Corridor Initiative, je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en français, désolé, qui du coup fera l'objet d'annonces de la Commission dans les mois à venir. Merci Thomas. Y a-t-il d'autres questions, demandes de précision? Vous m'avez pas répondu sur la partie sur les camions, justement, sur le fret. Ouais. Est-ce qu'on envisage également d'interdire les moteurs thermiques à l'horizon 2035 ou 2040, et qu'est-ce qui va être pris comme mesure parce que c'est quand même un secteur très polluant comme le maritime. Ouais, donc en fait sur ce sujet-là, donc il y aura pas en fait à ma connaissance en tout cas, il n'y aura pas mercredi d'annonce là-dessus, ça c'est sûr, parce que c'est un véhicule juridique différent et qui en fait a été créé de mémoire en 2018 ou 2019. Et donc là, l'idée de la Commission, c'est déjà de mettre en œuvre ce qui a été décidé il y a quelques années et qui du coup fixe des seuils de pollution, donc des émissions de CO2 au kilomètre pour les camions. Donc là, il y a cet enjeu-là de commencer vraiment à appliquer cette réglementation qui est toute nouvelle et qui a été créée quasiment ex nihilo il y a quelques années, avant peut-être de revenir dessus. Mais si jamais en tout cas la Commission revient dessus, ce sera plutôt en deuxième partie du mandat de von der Leyen. Donc il n'y aura pas d'annonce en 2021 sur ce sujet-là, en tout cas à ma connaissance. Sachez aussi, pardon, mais qu'un élargissement de l'ETS, s'il a lieu, touchera aussi le fret. D'accord? Et donc, même d'ailleurs, une des propositions de la France initialement pour faire un compromis avec l'Allemagne, c'était on ne va pas faire le transport routier, passager et bâtiment, on va faire que fret. Donc, ça, c'est aussi éventuellement un scénario dans les négociations. Le diable sera dans les détails. Une question de Solène Daven. Oui, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y aura un deuxième paquet à la fin de l'année de mesures pour le Fit 55. Juste pour comprendre, pourquoi est-ce que la Commission finalement a choisi de fonctionner en deux volets? Est-ce que ça veut dire que c'est des questions qui étaient soit moins abouties ou sur lesquelles il n'y avait pas d'accord des États membres en l'état? Et puis, est-ce qu'à la fin de l'année, ce sera la totalité des questions qui seront tranchées ou il y aura un troisième paquet qui est là encore un peu plus tardif qu'il faudra prévoir? Moi, je veux bien répondre à ça. Vraiment, il faut le comprendre, non pas comme étant un deuxième paquet, mais comme étant la deuxième vague d'un même paquet. Donc, vraiment, voilà, vous avez
les 12 propositions qui arrivent mercredi, et vous en avez 2 autres qui sont dans le Fit for 55. C'est exactement la même logique, mais ces propositions-là, on les en décembre. Pourquoi, par exemple, sur EPBD, sur la directive performance énergétique des bâtiments? C'est parce que cette directive-là a été adoptée fin 2018 ou début 2019, la révision a été adoptée. Les États avaient jusqu'à, de mémoire, mars de cette année pour mettre en œuvre et soumettre des plans nationaux de rénovation. Et du coup, la Commission voulait au moins analyser les premiers résultats de la mise en œuvre de cette réforme de la directive performance énergétique des bâtiments pour pouvoir ensuite faire une consultation publique qui s'est close là le 22 juin afin de pouvoir au moins intégrer les premiers retours d'expérience de terrain avant de modifier la réglementation. Donc là, c'est un enjeu voilà, de timing dans la proposition. Pour ce qui est ensuite de la négociation, tout ça va être négocié ensemble. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, donc là en gros à partir de janvier-février, quand le Conseil ou le Parlement européen vont décider de leur position sur le Fit for 55, ce sera sur tous les dossiers, donc les dossiers de la première vague, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et aussi du coup les 2 dossiers très importants de la deuxième vague qui arrivera en décembre. Merci Thomas. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interpellations, critiques? Ou est-il vraiment l'heure d'aller déjeuner? Je crois que c'est la deuxième option qui se profile à nous. Bien, s'il n'y a plus de remarques, je vous remercie tous et toutes d'avoir consacré un peu de votre temps à ce sujet brûlant. Et puis, rendez-vous le 14 juillet pour les textes véritables et durant les prochains mois, je pense qu'on aura l'occasion de revenir et de creuser plus en amont chacun des sujets que nous avons évoqués. Grand merci à toutes et tous.